À votre santé sur Contact FM. Il y a des mots qui bouleversent une vie en quelques secondes. À 35 ans, quand on est en pleine construction, en plein élan, on n'imagine pas qu'un diagnostic puisse tout arrêter, tout remettre en question. Aujourd'hui, nous recevons une femme qui a vu sa vie basculer brutalement lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Une femme qui a traversé la peur, la douleur, l'attente, mais aussi la résilience, la force et la reconstruction. Myrtille Cadour, merci d'être avec nous aujourd'hui et merci d'avoir accepté de mettre des mots sur ce que tant de femmes vivent souvent dans le silence. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bonjour. Bonjour et merci à vous pour l'accueil. Et bien aujourd'hui je me sens très bien, beaucoup mieux on va dire surtout, parce que j'ai traversé des moments forcément plus compliqués et aujourd'hui je peux dire que ça va. Myrtille, on dit souvent qu'à 35 ans on est en plein été de sa vie. Pour vous l'hiver il est arrivé brutalement. À quoi ressemblait votre vie la veille de ce diagnostic? Et bien la veille de ce diagnostic c'était en octobre 2024. J'étais en pleine ascension professionnelle. J'avais repris un nouveau travail où j'étais formée à la gestion de patrimoine. Et tout s'est arrêté d'un coup. Je suis partie sur Paris du coup pour le diagnostic et à partir de là tout s'est enchaîné très vite. Qu'est-ce qui vous a poussé à consulter? Depuis des mois, voire des années, j'avais une fatigue lancinante mais vraiment écrasante, des pertes de cheveux vraiment intenses et au final une boule sous l'aisselle est arrivée et là j'ai vite consulté. Est-ce que dans votre fort intérieur, vous saviez qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait? Depuis l'été, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose, mon corps voulait me dire quelque chose mais je ne comprenais pas. Depuis l'été où vraiment, là où j'ai vraiment perdu mes cheveux intensément. Et en fait, j'en parlais à ma coiffeuse, elle m'a donné des nouveaux shampoings à essayer, des cures à faire. Malgré ça, ça changeait rien et là je me suis dit quand même qu'il devait y avoir quelque chose de plus important, quoi. On se souvient tous d'un appel ou d'un rendez-vous qui change tout, qui peut aussi changer une vie. Est-ce qu'on entend encore les mots du médecin après qu'il ait prononcé le mot cancer? Oui, je m'y étais préparée. À partir du moment où j'ai senti la boule sous l'aisselle, pour moi déjà, il y avait moins de doute. Et le jour où il me l'a annoncé, c'est le radiologue en fait, à la suite de l'écho, qui m'a dit clairement que oui, j'avais un cancer. Mais j'étais vraiment prête et je le sentais en fait. En moi, je savais. Je peux pas l'expliquer. C'est comme, vous savez, le sexe du bébé où on se dit « Ah, je sens que j'ai un garçon ». Et là, je sentais que j'avais un cancer. Donc vous avez été suivie à Paris parce que sur le secteur, c'est compliqué, que les délais sont très longs et que vous étiez dans une certaine urgence. Exactement, en fait, le désert médical ici, il fait que du coup, la première mammographie en urgence était sur 1 mois et demi, 2 mois. Et pourtant, j'ai bien insisté sur le mot urgent qui était marqué en gros et en gras sur mon ordonnance. Malheureusement, il n'y avait pas de place avant. Angers, Nantes, c'était pas beaucoup mieux. On était à 1 mois et demi. Et c'est pour ça que du coup, comme j'allais sur Paris pour le boulot la semaine suivante, j'ai pris rendez-vous directement là-bas. Et là, même le lendemain, je pouvais avoir rendez-vous. Ça a été quoi le premier sentiment, la première pensée qui vous a traversé à ce moment-là? La première chose, ou plutôt la première personne à qui j'ai pensé, c'est mes enfants. En me disant que c'était une catastrophe, quoi. Quelque part, tout s'est écroulé d'un coup. Ma vie, elle s'arrêtait net. Ça a duré 1 heure. Au bout d'1 heure, tout a changé. Mon cerveau, il s'est reconnecté et je me suis mis en mode combat. Et la première chose que j'ai dit à mon conjoint, c'est ça, en fait, pour le rassurer, de me dire que si j'avais une seule chance d'y arriver, je la saisirais et que pour moi, il n'y avait pas de doute, ça allait faire. À cet âge-là, puisque vous étiez très jeune, 35 ans, on gère une carrière, parfois des enfants, et oui, effectivement, vous en avez 3, une vie sociale. Comment on met une pause sur tout le reste en 24 heures ? Ça se fait tout naturellement en fait par la force des choses. De toute façon, tout est rythmé après par les médecins, par les rendez-vous qu'on doit avoir. Donc en fait, ça se fait presque insidieusement où on n'a pas grand-chose à contrôler. Est-ce que vous avez immédiatement parlé de la maladie autour de vous comme un besoin et comment ont réagi toutes les personnes auxquelles vous en avez parlé ? Ça a été un vrai besoin qu'on a eu avec mon conjoint d'en parler à tout le monde. Comme on avait 2h30 de route pour revenir de Paris, on a appelé tout le monde, tous nos amis proches, toute notre famille proche, pour les alerter. Bon, il y avait déjà des prémices, on leur avait dit qu'on allait faire la mammographie, voilà, qu'il y avait déjà des risques. On a convoqué, entre guillemets, notre famille le soir même à la maison après qu'on l'ait dit à nos enfants. Pour qu'ils aient aussi du soutien, parce qu'on me paraissait important, pas forcément de rester tous les 5, mais plutôt justement d'avoir de l'amour fraternel, paternel, voilà, de tout le monde. Donc, c'était le vendredi et le week-end, on a convié tous nos amis à faire un grand goûter à la maison. Myrtille, comment en tant que maman, on annonce à ses enfants que maman est malade, que maman va subir un traitement lourd
Eh bien, on a été les chercher avec mon mari à l'école, à la sortie de l'école. Bon, ils ont vu à la tête de mon mari que ça allait pas, on va pas se mentir. Et quand on est rentré à la maison, on leur a dit qu'on avait quelque chose à leur annoncer. On les a installés sur le canapé et on leur a dit tout simplement, enfin je leur ai dit tout simplement, avec des mots simples mais sincères, que j'avais un cancer déjà. Dans un premier temps, j'ai pas caché le mot non plus, que j'avais un cancer, que j'allais avoir des traitements lourds, que j'allais être très fatiguée et que il faudrait aider un peu plus papa à la maison, il faudrait être un peu plus sage parfois, un peu plus calme en tout cas. Franchement, les enfants, ils sont d'une résilience incroyable, ils ont tout de suite compris entre guillemets. J'ai aussi évoqué un petit peu la perte des cheveux qui allait arriver parce que ça vient vite et que j'ai quand même 2 filles dans le lot et ma deuxième ça a été un peu compliqué. Elle m'a dit oh mais non ça va être trop moche sans cheveux. Mais bon voilà, c'est une enfant, je n'en ai pas voulu et puis finalement ça s'est très bien fait par la suite. Est-ce que vous avez ressenti de la colère ou un sentiment d'injustice à un moment face à la maladie ? Pas du tout. Et c'est très étonnant et vous allez me dire que je suis un peu folle, mais moi je remercie le cancer aujourd'hui. Je sentais au fond de moi qu'il y avait une alerte en fait. Ce cancer, il n'est pas arrivé là par hasard. Non, j'ai jamais eu de rancœur et même les gens ne me comprenaient pas au début, mais moi je l'appelais mon petit cancer. C'était vraiment pour moi une libération. Il venait m'apporter quelque chose, il m'apportait un message tout simplement que j'ai pris dès que je l'ai appris en fait. J'ai retroussé mes manches et je me suis dit maintenant qu'est-ce qu'il faut que je change ? Et ma vie elle sera plus jamais comme avant et elle ne sera plus jamais comme avant en effet. Alors vous avez évoqué la perte des cheveux, la chirurgie, la mastectomie en l'occurrence, ce sont des étapes qui sont assez violentes de la maladie. Comment vous avez réussi à ne pas vous perdre de vue derrière la patiente ? Je pense que la première chose qui m'a énormément aidée, c'est le regard de mon entourage, qui a toujours été exceptionnellement bienveillant, et notamment mon mari, où je voyais toujours l'amour dans ses yeux, je voyais toujours sa bienveillance et toute sa résilience aussi. Face à cette épreuve, ça m'a beaucoup encouragée. Et au-delà de ça, comme je vous disais, moi, le cancer, c'est juste une étape de ma vie, en fait. C'est juste un obstacle à franchir. Et c'est éphémère, je savais que ça allait aller et que il fallait juste que je passe par là pour être mieux après, tout simplement. En fait, c'est un renouveau de l'intérieur comme de l'extérieur. Alors vous avez parlé de l'entourage, vous avez été très entouré, mais parfois la maladie elle impose une solitude intérieure. Quel a été votre refuge secret durant les traitements ? Est-ce que c'est un livre, une musique, quelque chose qui vous a enveloppé durant cette période ? Ce qui m'a le plus aidé pendant cette période, c'est la méditation. Je me suis beaucoup, recroquevillée un petit peu sur moi, mais j'ai fait beaucoup d'introspection aussi. Et aujourd'hui, je suis une nouvelle femme et je suis très contente de l'avoir fait parce que j'avais le temps déjà. J'avais pas beaucoup d'énergie, mais le si peu d'énergie que je déployais, c'était pour ça. Et ça a été une vraie ressource, la méditation, au-delà de l'entourage, en effet, qui a été exceptionnellement bienveillant. Mais comme vous le disiez, la solitude reste omniprésente. On peut pas comprendre tant qu'on le vit pas, en fait. Et j'ai eu du mal, moi, à cette époque-là, à contacter des personnes qui pouvaient être dans le même contexte que moi. Je sais aujourd'hui qu'il y a des associations, notamment Jeunes et Roses sur la Sarthe, dont je n'avais pas connaissance, mais à l'époque, de toute façon, je me renseignais pas. J'avais besoin de me retrouver moi avec moi seule, en fait, dans un premier temps. On en parlera aujourd'hui, vous êtes dans une autre démarche à ce niveau-là, puisque forcément, il y a des mois qui se sont passés, puis un cheminement aussi qui a eu lieu. Mais est-ce que parfois, on en veut au monde entier de continuer à tourner alors que notre propre monde, il s'est un petit peu arrêté ? Alors sans forcément en vouloir, là c'est aujourd'hui. C'est plus compliqué pour moi l'après-cancer, sans en vouloir aux gens bien évidemment, ni au monde entier, mais j'ai un peu ce sentiment d'être sur le quai et que le train il a continué à avancer et que moi j'attends toujours de prendre mon train. Et ça c'est un peu conflictuel intérieurement. C'est qu'on a envie d'avancer et en même temps on n'a pas l'énergie, on n'a pas les facultés parce que faut pas se mentir, on a aussi des séquelles. C'est là aujourd'hui où c'est le plus difficile pour moi. Est-ce qu'il y a parfois des moments de découragement profond ou est-ce qu'il y a eu des moments de découragement profond ? Malgré toute la force qu'on souhaite avoir, baisser un peu les bras ou dire je suis fatiguée. Oui, bien sûr, il y en a eu, et il y en a eu 3 au total. Je sais très bien les cibler. Ça a été les 2 seuls chimios que j'ai eu parce que j'ai fait 2 aplasies fébriles, je suis passée tout près de la mort et à ces moments-là, en fait, mon cerveau était complètement déconnecté. J'arrivais plus. Mon mari me disait mais pour nos enfants, tiens bon, et en fait, il y avait rien qui rentrait dans mon cerveau. Je disais je suis juste épuisée, en fait, je n'arrive plus. Je suis au bout de ma vie, je suis au bout du rouleau. Mais au-delà de ça, la petite lumière elle restait là en fait. J'ai toujours eu cet espoir, même dans les moments les plus difficiles où j'avais plus d'énergie, j'avais plus envie de rien, j'avais plus de force. Et il y avait toujours le petit soleil dans mon corps qui me disait allez, il faut tenir encore un petit peu et tu verras, tout ira mieux par la suite. Ça a été une période particulièrement difficile puisque vous avez été en chambre stérile, que votre entourage ne pouvait pas vous voir et qu'on sait que le moral, en tout cas et l'accompagnement des proches dans ces moments-là est ultra important. Comment, à la fois vous qui étiez seule à l'hôpital et votre mari avec vos enfants chez vous, vous avez réussi à garder un lien familial ?
Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux et notamment les visios. J'ai pu beaucoup pratiquer des vidéos. Alors j'étais vraiment extrêmement fatiguée, donc on faisait pas toujours des visios en direct parce que je voulais pas forcément que les enfants me voient non plus dans un trop mauvais état, même si voilà la réalité du terrain me rattrapait, mais je voulais les préserver un minimum quand même. Donc je faisais des vidéos régulièrement et surtout mon mari m'envoyait beaucoup de vidéos d'eux et c'est ce qui m'aidait énormément. J'ai pu avoir la chance d'avoir quand même ma maman et mon mari qui venaient me rendre visite et une amie, mais en effet ça a été très très restreint. Ils s'habillaient comme des cosmonautes. Enfin c'était pas voilà, on pouvait pas se faire de câlins, c'est quand même autre chose. Et là, les ressources, elles sont difficiles à trouver à ce moment-là. Et j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée aussi par l'entourage soignant, aussi bien les aides-soignantes, les ASH, les aides au ménage, les infirmières. Et il y a une médecin incroyable, le docteur Zinger, qui a été là tout au long de mon hospitalisation et qui m'a clairement sauvé la vie en fait. Donc je la remercierai jamais assez, bien sûr. Au total, ça a duré combien de temps entre le moment où vous avez appris votre cancer du sein et aujourd'hui, j'ai envie de dire ? Eh ben, je l'ai appris en octobre 2024. Ma première chimio a été en novembre 2024, donc un mois après. Et je suis officiellement en rémission depuis début janvier 2025 parce que le protocole a été un peu chamboulé, mais malgré les chimios un peu difficiles, ça a été incroyable. Mais j'ai guéri malgré tout. Donc à l'opération, à la mastectomie en janvier, qui a été faite en urgence, du coup, on m'a officiellement appris en février que j'étais en rémission. Bon, il me restait encore beaucoup de traitements. Aujourd'hui, j'ai fini les traitements lourds. Il me reste simplement, entre guillemets, je dis bien toujours simplement parce que c'est pas rien, l'hormonothérapie, encore 9 ans, parce que j'ai porté pour 10 ans. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? C'est une nouvelle étape. Si à la fois je pense qu'il y a du soulagement, il y a peut-être aussi un petit peu d'angoisse, c'est aussi un chapitre qui se tourne. Vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, on va en parler tout à l'heure. On a pu vous voir triste, mais heureuse à la fois de ce moment où on vous annonçait que les traitements étaient terminés. Oui, en effet, c'est des moments très ambivalents où on a ce soulagement, comme vous dites, cette joie, ce bonheur de se dire que c'est enfin derrière nous. Et à la fois, c'est hyper anxiogène en fait parce que on sait pas du tout où on va, on sait pas comment on y va. C'est une reconstruction de chaque jour et je pense que ce temps-là, il est primordial. Mais malheureusement, on n'en parle pas encore assez que ce temps-là, on a besoin de le prendre en fait, tout simplement. Et il faut nous laisser le prendre parce que cette reconstruction, elle se fait pas en 2 jours. Je trouve que c'est dommage aujourd'hui qu'on le mette pas assez en avant l'après-cancer parce que c'est un vrai sujet et bien sûr que on est plus qu'heureux de pouvoir dire qu'aujourd'hui on est en pleine forme entre guillemets et qu'on est en santé. Mais la santé, ça fait aussi partie de la santé mentale et cette santé mentale, il faut prendre le temps de la soigner aussi en fait après. Est-ce qu'il y a un accompagnement médical dans l'après-cancer ? Oui, il y a toujours un accompagnement, mais qui est bien moindre par rapport à ce qu'on a pu connaître. Avant, je voyais mon oncologue toutes les 3 semaines. Aujourd'hui, je le vois une première fois dans 3 mois, puis dans 6, puis dans 1 an. Donc, c'est une sacrée marche qu'on franchit. À la fois, on peut avoir un suivi encore psychologique si on le souhaite, mais on sent quand même ce désert qu'on traverse en fait seul après. Vraiment. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Après, je reste très enthousiaste et j'ai beaucoup d'espoir. Mais ce temps-là qu'on a besoin de prendre, je pense que c'est vraiment essentiel d'en parler. Peut-être inconsciemment une peur du vide, de se sentir abandonné, que notre main est un peu lâchée, même si vous avez forcément toujours votre entourage. Oui, bien sûr, et malgré l'entourage aussi commence à reprendre sa vie et c'est totalement ok, légitime. Mais parfois, la solitude, elle revient en plein fouet en fait, parce que justement, en fait, tout le monde croit que une fois qu'on a fini les traitements, tout va bien et qu'on repart comme avant. Sauf que la vie, elle sera jamais pareille et que notre vie, elle a complètement changé du tout au tout et qu'il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle vie et que c'est aussi un choix parce qu'on peut très bien reprendre sa vie comme avant, mais moi, c'est un choix de ne pas la reprendre telle qu'elle était. En tout cas, oui, ce vide-là, on le ressent clairement un peu tous les jours. Il faut trouver les ressources comme on peut. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie le mot vivre pour vous, Myrtille ? C'est un vague sujet. Vivre, c'est tellement de choses, mais à la fois, et c'est ce que je dis sur mes réseaux, c'est surtout en fait l'espoir. Garder l'espoir de tout parce que la vie, c'est la moindre petite chose aujourd'hui peut être magnifique si on veut la voir comme ça en fait. Donc je pense que c'est vraiment une philosophie, la vie, de se dire comment j'ai envie de vivre aujourd'hui. Et bien sûr que traverser des épreuves comme ça, que ce soit la maladie ou autre, bien sûr, mais des épreuves de vie aussi intenses, elles font relativiser les choses, elles font voir les choses d'une autre manière. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, le matériel aujourd'hui, c'est complètement anecdotique pour moi. Ce que je vois aujourd'hui, c'est les petites attentions qu'on va pouvoir m'apporter, ou que je vais pouvoir apporter d'ailleurs. C'est l'échange humain et principalement ça qui me fait vivre aujourd'hui. C'est vraiment ce que je peux recevoir et ce que je peux donner. C'est aujourd'hui ce à quoi j'aspire le plus. Alors justement, aujourd'hui, vous parlez de votre parcours sans tabou, à la fois le pendant, le maintenant, sur les réseaux sociaux, notamment sur votre page Myrtille se fait rose. Est-ce que c'est une manière de transformer cette douleur en quelque chose d'utile pour les autres ?
Complètement, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques temps déjà, mais j'avais besoin de ce laps de temps. Encore une fois, parce que c'est une maladie qui prend du temps tout simplement, et en fait je voulais pouvoir communiquer de l'espoir. Et j'avais besoin d'être suffisamment en forme pour pouvoir le faire, et c'est pour ça que j'ai préféré le faire a posteriori, et ne pas m'engager sur les réseaux avant, parce que je voulais dégager quelque chose de très positif, uniquement positif. Et bien qu'il y ait des moments compliqués, je les accepte complètement, et j'en parle aussi, parce que encore aujourd'hui j'ai des moments où les jours sont difficiles, et que je doute, j'ai peur. Au fond de moi, je reste très optimiste. Alors bien que je l'étais toujours avant, mais je voulais vraiment renvoyer quelque chose d'humain et bienveillant. Aujourd'hui, je suis à même de le faire. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai envie d'être cette porte-parole parce que on n'a pas toute la faculté de pouvoir le faire, pas toute l'envie et la volonté. Et aujourd'hui, je pense que c'est un sujet dont il ne faut plus avoir peur, qui est encore beaucoup trop tabou, malheureusement. Et notamment à notre âge. Et c'est vrai que on entend beaucoup parler aujourd'hui de plus en plus des jeunes femmes qui ont le cancer, mais des influenceuses, des gens qui sont déjà sur les réseaux et qui sont déjà connus. Alors oui, c'est bien et c'est hyper important et je les remercie de le faire évidemment. Maintenant, je pense qu'on n'a pas assez de femmes comme vous et moi qui traversons cette épreuve et qui ne sont pas connues, mais qui pour autant ont la vie de tout le monde en fait. Et je pense que ça, c'est important de le signifier et de pouvoir le transmettre sur les réseaux, justement, de montrer comment moi j'ai vécu la chose, comment je la vis aujourd'hui, donner des petites astuces et puis surtout donner de l'espoir. Principalement donner de l'espoir. Oui, effectivement, cette page, elle est hyper good vibes finalement, j'ai envie de dire. Il y a à la fois des conseils pour la repousse des cheveux, vous montrez des shampoings, mais aussi vous parlez sans tabou de mastectomie, de sexualité dans le couple, de plein de sujets. Aujourd'hui, les femmes qui vous suivent, elles vous disent quoi par rapport à tout ça ? Eh ben, elles me remercient autant que je les remercie. En fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est un vrai échange humain, malgré qu'on soit derrière des écrans. Et en fait, je ressens toute cette bienveillance, je ressens tout l'amour qu'elles peuvent m'envoyer. Autant j'espère que je leur en donne. Et on a des vrais échanges simples et vrais, finalement très sincères. J'ai depuis peu commencé des lives et il y a eu un vrai engouement pour ça parce que je pense que les gens ont besoin en fait de cette proximité et de pouvoir en échanger en direct, encore plus que sur des commentaires, parce que bien sûr, c'est toujours bien de pouvoir le faire. J'ai trouvé en tout cas hyper intéressant ce format et j'ai eu un très bon retour là-dessus aussi, donc je suis vraiment super contente et j'ai proposé de réitérer l'expérience et j'ai fait un sondage donc à 98% de réponses positives et du coup je lance des lives tous les premiers mercredis du mois à 20h le mercredi soir et c'est elles qui me donnent les sujets dont elles veulent parler parce que je pense que le plus important c'est pouvoir discuter des sujets dont elles ont besoin à l'heure actuelle parce que moi je pourrais répondre à plein de questions, de pouvoir les faire participer, je trouve que c'est important parce qu'elles peuvent se retrouver beaucoup plus et avoir les réponses qu'elles attendent en fait finalement à l'instant T. Alors Myrtille, avant de parler de ce qui va arriver ou de ce que vous êtes aujourd'hui, j'aimerais parler quand même de la place de l'accompagnant. Je pense notamment à Mehdi, votre conjoint. Comment il a géré ses propres émotions pour pouvoir rester le pilier dont vous aviez besoin ? Il les a pas gérées. Non, tout s'est écroulé pour lui et ça a été terrible parce qu'en fait, comme beaucoup, le cancer, ça a une connotation de mort et lui, il m'a vue morte avant même qu'on ait commencé les traitements et ça a été vraiment très difficile. J'ai dû un peu le porter à bout de bras au départ et puis après, il a été fort comme un roc dès qu'on a commencé. En fait, il a fallu qu'on commence les traitements et il a fallu surtout qu'il prenne le temps et il a décidé qu'on parte en vacances 2 jours après et je pense que c'est ce qui l'a vraiment sauvé. C'est ce qui nous a énormément aidé, lui en tout cas, à relativiser et à prendre le temps en famille, de profiter de la vie déjà. Et une fois que tout était commencé, après, il a été incroyable tout au long. Et puis je crois qu'il y a eu un mariage aussi durant cette période. Alors oui, un premier mariage qui a dû être annulé, premièrement parce que, comme je disais, la première chimio a été très compliquée et j'ai été hospitalisée, donc on a annulé le jeudi pour le samedi. Mais on a eu un entourage incroyable qui nous a fait un mariage surprise, qui nous a tout organisé à ma sortie d'hospitalisation. Le samedi suivant, ils nous ont organisé un mariage en petit comité le midi. Et on a fait une raclette et le soir, tout le monde a été convié, toute la famille, les amis, et on était une petite centaine. Vraiment, ça a été un moment hors du temps. Est-ce qu'il y a des non-dits ou est-ce qu'il y a eu des non-dits par peur de blesser ou d'inquiéter l'autre, à la fois de votre côté mais du côté de Mehdi? Et comment vous avez réussi et l'un et l'autre à briser le silence? Des non-dits, je pense qu'il y a pu en avoir. On n'a pas trop reparlé depuis, j'avoue. Forcément, on essaie de préserver l'amour de sa vie, parce que on sait la douleur que ça peut être, autant pour l'un que pour l'autre. Je pense qu'on a su se dire, en tout cas au moment opportun, les choses qui étaient trop importantes à dire. Maintenant, peut-être qu'à posteriori, on en rediscutera et qu'on se dira les choses qui auraient pu être dites à l'instant T. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Enfin, moi, par exemple, visuellement, déjà, je pouvais pas cacher que ça n'allait pas parce que j'étais dans un état terrible. Enfin, je vous dis, il me portait pour aller aux toilettes, il me faisait ma toilette. J'avais pas besoin de dire grand-chose, en fait.
fait. À ce moment-là, les choses se sont faites naturellement. Peut-être qu'à posteriori, on en discutera, oui. Est-ce que cette épreuve, elle a transformé aujourd'hui le lien très fort qui vous unit ? Je dirais oui et non, parce qu'on a toujours eu un lien un peu fusionnel où on a toujours été là l'un pour l'autre et on a déjà traversé beaucoup d'épreuves. On a toujours été très forts dans notre couple. Mais bien sûr, là, on est indestructible. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est mon super-héros et je suis sa super-héroïne, quoi. On est vraiment encore plus fusionnel, encore plus... je ne saurais pas le décrire, mais en tout cas, on s'aime d'un amour indéfinissable, justement. Ça l'était déjà le cas avant, mais je pense que là, on a pu se le prouver l'un et l'autre. Et vos enfants, alors vos 3 enfants, comment vont-ils ? Je ne peux pas ne pas penser à eux. Et nos petites merveilles, ils ont été incroyablement résilients, incroyablement forts eux aussi. Ils ont traversé cette épreuve comme jamais j'aurais pu espérer qu'ils la vivent. Maintenant, on sent un peu plus le contre-coup, comme nous tous. Je pense que la fatigue faisant, l'inquiétude faisant. Ma deuxième m'a avoué il y a 2-3 jours, encore aujourd'hui, qu'elle avait parfois du mal à se concentrer à l'école parce qu'elle avait toujours peur que le cancer revienne. Et ça, elle me l'a dit tout récemment, donc on en a discuté un petit peu. Mais j'ai décidé de lui faire reprendre rendez-vous chez la psychologue parce que je pense que c'est important qu'elle en rediscute et d'elle-même me l'a demandé. Parler de ça avec quelqu'un d'extérieur et objectif, je pense que c'est important pour eux aussi. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, ça se fait très bien parce que la communication, elle est très importante et à la maison, on se cache de rien. Moi, la première, je leur pose très souvent la question de savoir comment ils vont et comment ils vivent aujourd'hui les choses. Ça se fait naturellement, mais oui, c'est une épreuve quand même particulière à leur âge, c'est pas simple. Forcément, si la guérison c'est une fête, ça s'accompagne souvent d'une vigilance constante, vous venez de le dire, y compris pour vos enfants. Comment vous vivez ce soulagement sous surveillance ? Plutôt bien maintenant. Au tout départ, j'étais très très angoissée, j'avais toujours peur, comme ma fille, que ça puisse revenir. Et finalement, je relativise énormément aujourd'hui parce que je me dis qu'on a un suivi et que au pire des cas, ce sera dans 1 an. Et 1 an, c'est à la fois beaucoup et à la fois rien. Donc je suis soulagée de ça, de me dire que même si ça devait revenir, je serais prise de bonheur et que je serais aujourd'hui peut-être aussi beaucoup plus vigilante à ce que mon corps me renvoie. Si la Myrtille d'aujourd'hui croisait celle de 35 ans dans la salle d'attente, quel serait le premier mot qu'elle lui dirait ? Je dirais écoute-toi et la vie elle est belle. Tout simplement. Écoute ton corps, écoute-toi au plus profond parce que en fait je savais qu'il y avait des choses qui allaient pas et je m'écoutais pas et j'avançais tête baissée. Et aujourd'hui c'est très féminin aussi ça de se dire en fait c'est pas grave, je suis une maman, je suis une femme, je travaille, j'ai des enfants, oui mais c'est pas grave, on continue à avancer et la vie elle est pas comme ça. Quand il y a des symptômes qui sont trop lancinants, qui sont là depuis trop longtemps, qui sont trop prononcés, en fait c'est pas anodin et que notre corps nous parle avant même qu'on en prenne conscience. Et ça c'est quelque chose que je voudrais surtout mettre en avant aujourd'hui et puis essayer de profiter de la vie au maximum, des petites choses du quotidien, voilà, un petit présent qu'on vous fait et qui a aucune valeur matérielle mais une valeur sentimentale, pour moi c'est le plus beau cadeau qu'on puisse nous faire. Et puis vivre un beau coucher de soleil, c'est tout bête, vous allez me dire c'est lambda, mais c'est vraiment aujourd'hui les choses sur lesquelles je vois la différence. Ça a changé aujourd'hui votre regard sur le monde, sur la vie forcément ? Bien sûr, alors j'ai toujours eu cet optimisme pour la vie dans le sens où je suis quelqu'un de très humain et j'ai de l'empathie pour beaucoup de gens et pour plein de sujets. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être un porte-parole et de libérer cette parole, de se dire que en fait, il y a trop de choses aujourd'hui qui sont encore tabous et trop de sujets qui devraient pas l'être. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de changer. C'est presque un devoir en fait que je ressens de briser la glace, de briser la parole sur plein de sujets et j'en aurai d'autres à venir qui sont tout aussi importants que le cancer. Mais chaque chose en son temps. Mais bien sûr que ça change la vision de la vie et du monde. J'ai envie d'un monde beaucoup plus humain, d'un monde un peu peace and love, quoi, où on s'aime tous parce que la vie, elle est belle quand on s'aime, tout simplement. Vous m'avez dit que rien n'arrive par hasard. Vous en êtes convaincu ? Toujours et encore plus aujourd'hui. Ouais, je pense que rien n'arrive par hasard. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres, il n'y a pas de hasard dans les maladies, il n'y a pas de hasard dans les naissances. Enfin, c'est tout bête en fait, mais je pense que il faut vivre les choses pleinement et c'est ce que je dis d'ailleurs dans ma vidéo justement que vous avez pu voir, c'est qu'il faut vivre toutes les émotions qui nous traversent parce que c'est vraiment ce qui nous rend vivants. Si vous deviez dire un dernier mot pour celles qui nous écoutent et qui sont peut-être en ce moment dans l'hiver que vous avez connu. Après l'hiver vient toujours le printemps et qu'il faut toujours garder espoir. La petite lumière en vous, elle doit toujours rester là, même dans les moments les plus sombres, parce que la vie, elle est belle en fait. Vraiment, ça n'a pas de prix. Et à celles qui hésiteraient à se faire dépister, même jeunes ?
Écoutez-vous, et puis surtout, aujourd'hui, on a la chance en France d'être quand même bien soigné, d'être bien accompagné, et on a une prévention qui est quand même très présente. Alors bien sûr, on s'écoute pas parce qu'on est jeune et on a toujours 10 000 raisons de pas le faire, mais à la fois, on a cette opportunité-là en France de le pouvoir faire gratuitement en plus, et de le pouvoir faire fréquemment. Vous avez plein de tutos pour apprendre l'autopalpation, et puis surtout votre surveillance gynéco. Allez bien tous les ans chez le gynéco, ça c'est hyper important, et c'est ce que je faisais pas. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose à laquelle je me tiens, je me mets un rappel, et je me mets un rappel tous les ans comme mes anniversaires, et une date anniversaire où voilà, faut que je prenne rendez-vous chez le gynéco, et pour ma maman quoi. Donc vraiment, faites-le, c'est trop important. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les auditeurs y retiennent aujourd'hui de votre témoignage ? Que l'optimisme, c'est la plus belle des choses pour guérir tellement de choses, en fait, finalement, que l'espoir, il est toujours là, et que ça n'a pas de prix non plus, et que ça, c'est gratuit. Donc, faut en profiter, et qu'il faut toujours garder le petit soleil devant soi, parce que c'est tellement beau, la vie. Mehdi, est-ce que vous êtes fier de votre femme aujourd'hui ? J'ai toujours été fier de ma femme, ça ne changera pas, et oui, je suis encore plus fier, mais j'ai toujours été fier d'elle. Alors, on demande toujours comment va la malade, mais on demande rarement comment tu vas, toi ? Vers qui vous vous êtes tourné quand c'était un peu trop lourd à porter ? J'ai eu la chance d'être très bien entouré, que ce soit de ma famille et de mes amis, donc j'ai pu compter sur eux. Je les en remercie aujourd'hui. Il y a un aspect dont on parle peu, voir le corps de celle qu'on aime changer, s'affaiblir sous les traitements, c'est une épreuve de tendresse. Comment vous avez réinventé votre manière de lui montrer qu'elle était toujours aussi belle à vos yeux ? Pour être honnête, je suis pas spécialement d'accord avec cette affirmation, parce que pour moi, elle n'a pas changé à mes yeux. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Ça a été quoi la chose la plus difficile à accepter, la douleur de Myrtille ou le fait de ne pas pouvoir la prendre sur vos propres épaules ? Alors la chose la plus difficile, ça a été la douleur de Myrtille, ça a été dur à gérer. Par contre, les enfants, la douleur des enfants, c'est celle que j'ai eu le plus de mal à accepter. C'est ce qui est le plus douloureux pour une personne, hein, pour un parent. Voir un enfant souffrir, c'est encore plus dur que de voir sa femme souffrir ou de souffrir soi-même. Comment vous avez fait pour rester le trait d'union justement entre vos enfants et puis Myrtille, on sait qu'elle a été hospitalisée, que ça a été compliqué. Vous avez été un vrai pilier pour votre famille. Encore une fois, j'ai été beaucoup aidé. Après, je pense qu'on n'a pas changé nos manières de faire. On a été sincères avec les enfants et ils ont compris le danger qu'il pouvait y avoir aussi avec cette maladie-là. Ils ont tout fait pour soulager leur maman, j'ai tout fait pour l'aider. Et on a essayé de rester un maximum dans l'optimisme, même si des fois le cœur n'y était pas. On a essayé de gérer ça au mieux, mais on improvise dans ces moments-là. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Mehdi ? Grâce au sport, bien. Non, je plaisante. Tout va bien. Non, je me sens très bien, honnêtement très bien. Myrtille, on arrive au bout de cette interview. On a parlé de l'ombre, du choc des 35 ans. Mais ce que personnellement je retiens surtout, c'est cette incroyable force qui se dégage de votre voix aujourd'hui. Pour finir, j'aimerais vous poser une dernière question. On compare souvent la guérison à une renaissance. Si vous deviez définir cette nouvelle vie qui s'offre à vous, non pas comme une vie de survivante, mais comme une vie de vivante, qu'est-ce qui en fait la beauté aujourd'hui ? Je dirais que la beauté du choix, tout simplement parce que aujourd'hui je m'écouterais et que je ferais les choix en fonction de ça, tout simplement, et pas en fonction d'un élan sociétal ou autre chose qui pourrait m'animer ou qui pouvait m'animer. Aujourd'hui, je vais vraiment faire en fonction de moi et de moi seule ou de ma famille en tout cas, mais je me respecterai beaucoup plus. Et c'est ce qui fait que j'apprécie ma vie aujourd'hui parce que je suis beaucoup plus sereine que ce que je l'étais, même si bien sûr il y a des moments d'angoisse, de peur comme je vous le disais, mais aujourd'hui je suis beaucoup plus apaisée, je travaille sur moi et vraiment j'ai jamais été aussi optimiste qu'aujourd'hui, vraiment. Sans nul doute que l'avenir sera lumineux et que vous allez entreprendre de merveilleuses choses. Merci Myrtille pour votre courage et cette sincérité qui nous a tous bouleversés. À vous qui nous écoutez, peut-être dans le creux de la vague ou peut-être aux côtés de quelqu'un qui lutte, le récit de Myrtille nous rappelle que même si la maladie peut voler des mois, elle ne peut pas voler l'essence de qui nous sommes. Il y a une vie après le diagnostic, une vie différente, souvent plus intense, où chaque minute compte un peu plus qu'avant. Prenez soin de vous, écoutez votre corps et surtout n'oubliez jamais que derrière les cicatrices, il y a toujours une lumière qui ne demande qu'à briller de nouveau. Merci infiniment Myrtille, merci. Merci beaucoup à vous.